Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette visite en partenariat avec Le Figaro, Click France et Facebook France. Donc bienvenue au Muséoparc Alésia. Alors vous allez me dire, où est-ce que ça se trouve le Muséoparc Alésia? Ça se trouve en région Bourgogne-Franche-Comté, plus particulièrement dans la partie Bourgogne et plus précisément encore dans le département de la Côte d'Or et plus précisément encore dans le nord du département de la Côte d'Or et nous nous trouvons sur la commune d'Alise-Sainte-Reine. Donc nous sommes devant le centre d'interprétation et je vous propose de venir visiter avec nous aujourd'hui ce très beau site. Allez, c'est parti! Donc comme vous pouvez l'imaginer et vous en rendre compte, le site est actuellement fermé au public, donc c'est tout à fait exceptionnel et donc voilà, on vérifie que tout est OK. Alors voilà, bienvenue. Donc nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'atrium, le hall d'accueil, et vous pouvez d'ailleurs voir qu'avec les collègues et toute l'équipe, nous commençons à mettre en place les nouveaux dispositifs pour pouvoir vous accueillir très prochainement, je l'espère en tout cas. Voilà, et avec toutes les nouvelles mesures qu'il faut que nous mettions en place pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Et donc, bienvenue, voilà, je vous présente l'atrium, c'est le lieu d'accueil qui nous sert aussi à faire certaines animations et voilà, il est aujourd'hui uniquement pour vous, voilà, puisque comme vous pouvez le voir, il est vide. Nous sommes dans un bâtiment contemporain. L'architecture extérieure de cette résille bois est tout à fait exceptionnelle, marqueur de ce bâtiment, de l'architecte Bernard Tchoumi, bâtiment qui a été inauguré en 2012. Et quand on rentre, comme vous pouvez vous en rendre compte, plus du tout de bois, mais un béton tout à fait brut, qui est aussi la marque de construction avec ces différentes colonnes qui jalonnent cet atrium. L'atrium est le lieu qui permet d'évoquer et de desservir plutôt les différents espaces, que ce soit les ateliers pédagogiques, le restaurant, les commodités comme les toilettes. Et à l'étage se trouve l'espace d'exposition. J'ai oublié de vous dire, vous avez pu remarquer que le bâtiment était rond. Savez-vous son diamètre? Je vais vous le dire. 52 mètres de diamètre. Alors vous allez me dire, 52 mètres, est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil? Eh bien ça, nous allons le voir tout de suite en commençant la visite de l'exposition à l'étage. Vous êtes prêts? Eh bien écoutez, on poursuit, c'est parti. Au passage, vous verrez ici la boutique qui bien sûr n'attend que vous pour vous faire plaisir et vous ramener un petit souvenir. Allez, c'est parti! Alors, est-ce que le caméraman suit? Donc, vous ne le voyez pas, mais c'est Sébastien, le collègue dédié à la photographie, à la caméra et aux réseaux sociaux et au site web qui filme. Donc, Sébastien a suivi, tout va bien. Allez, venez. Donc, bien évidemment, on rentre par une sortie de secours. Hein. Je vous ai dit que la visite était un petit peu spéciale, mais on se retrouve au début du parcours dans cette galerie des combats. Alors, peut-être que vous ne voyez pas encore exactement au milieu de quoi nous sommes, mais vous allez vous en rendre compte. Je reprends mon souffle parce que, voilà, après 2 mois de confinement, il faut reprendre le sport. Donc, nous sommes ici dans la galerie des combats pour évoquer, donc, bien évidemment, la bataille d'Alésia. Alésia, 52 avant Jésus-Christ, 52, les 52 mètres de diamètre, je pense que ça y est, maintenant, vous avez fait le lien. 52 avant Jésus-Christ, la fameuse bataille au moment de la guerre des Gaules, on est sur la fin de la guerre des Gaules, la fameuse bataille qui va voir s'affronter les Gaulois menés par Vercingétorix et les troupes romaines menées par César. C'est ici, vous êtes sur le champ de bataille de la bataille d'Alésia, je pense que c'est vraiment important à rappeler. Et comme vous pouvez le voir, le bâtiment est vitré tout du temps, j'ai envie de dire, du parcours que nous allons faire maintenant dans l'espace d'exposition. Et vous avez en permanence la connexion avec le paysage, ce paysage qui finalement n'a quasiment pas changé depuis 2000 ans et qui permet de se projeter complètement au regard de ce qu'on raconte ici sur la bataille d'Alésia avec l'extérieur. C'est comme si le paysage finalement faisait partie de l'exposition et c'était un très grand geste, j'ai envie de dire architectural, mais à la fois muséographique. Alors,
Les soldats que l'on a ici, assez impressionnants, ils étaient très très grands à l'époque, comme vous pouvez le constater. Vous avez de ce côté-ci les Gaulois, de ce côté-ci les Romains. Mais est-ce qu'on en est sûr? Est-ce que c'est peut-être pas les Gaulois ici et les Romains là? Ah, difficile de savoir, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils nous rendent compte, enfin, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces soldats qui sont présents? C'est qu'on a déjà, finalement, des armées qui sont équipées presque de la même manière, en tout cas avec des casques, des boucliers. On n'est pas du tout sur le Gaulois qui pourrait être un espèce de sauvage, torse nu, chevelu, tel qu'on l'a beaucoup représenté. Et en fait, les Gaulois sont bien ici, les Romains sont bien là, et on a des équipements de protection et d'attaque qui sont à peu près similaires. C'est pour nous important ici, avec l'équipe, de rappeler dès le début que les lieux comme le nôtre, basés sur l'archéologie, sur l'histoire, sont là aussi pour casser et inverser les clichés que l'on peut avoir sur cette période, et notamment des clichés qui peuvent être véhiculés par le cinéma, par la bande dessinée. Je pense que vous voyez à quelle bande dessinée de célèbres héros gaulois je fais allusion, et en effet, ou à certains manuels scolaires par le passé qui transmettaient certaines idées. Je pense aux casques à cornes, aux casques à ailes, qui sont des choses qui n'ont jamais existé, puisque pour les Gaulois, puisque l'archéologie ne nous en a pas révélé. Voilà. C'est difficile de reprendre son souffle, mais j'y arrive. Je vois que Sébastien aussi, peut-être avez-vous une image qui tremble un peu, mais c'est tout le charme du direct. Allez, on poursuit la visite, venez. En passant, juste cette petite carte qui vous permet d'identifier où se trouve Alésia, comme vous le voyez ici au centre, avec le peuple gaulois qui y vit, les Mandubiens, et un certain nombre de peuples gaulois qui sont à cette époque répartis sur l'ensemble du territoire que l'on appelle aujourd'hui la Gaule, qui finalement recouvre la France, on va dire, actuelle, plus le nord, toute la partie Belgique, voilà, autour de la France, voilà. On va y arriver. Et on vous a placé ici un certain nombre de noms de tribus celtes qui vivent sur les différents territoires, parce qu'en fait, c'est pas du tout un peuple uni, hein, c'est une juxtaposition de différents peuples qui ont plutôt l'habitude de se battre ensemble, qui n'ont pas forcément un esprit, on va dire, unitaire, et c'est en ça que le travail, enfin tout le travail d'alliance qu'a fait Vercingétorix a été tout à fait exceptionnel, puisque pour la première fois, il a rassemblé un certain nombre de peuples pour se battre ensemble sous un seul commandement. Alors, ici, on est au cœur de l'exposition permanente où on travaille sur le face-à-face entre les troupes gauloises et l'armée romaine. Alors, vous avez cette très très belle fresque qui permet en effet aujourd'hui de comprendre du côté gaulois cette avancée de différents peuples qui vont se rassembler comme je viens de vous l'expliquer, et du côté romain, une armée de légionnaires professionnels, tout à fait organisée, hiérarchisée. Donc on est sur comment dirais-je, un face-à-face de deux camps qui n'ont pas le même mode de fonctionnement, mais qui en revanche savent, dans un camp comme dans l'autre, excellemment bien se battre. Et c'est ce qui fait que Vercingétorix, qui a gagné à Gergovie 2 mois à peu près avant la bataille d'Alésia, commence à faire peur entre guillemets aux Romains en disant il est capable quand même de faire des choses. Donc quand il va se replier ici à Alésia, sur cet oppidum, sur cet éperon rocheux, César va décider de faire le siège, et donc il va construire une première ligne de fortification pour entourer l'oppidum. Et il construira une deuxième ligne de fortification quand il apprendra que Vercingétorix a fait appel à une armée de secours pour venir les délivrer de l'oppidum.
Donc c'est ce qu'on évoque ici dans les comment dirais-je, dans les différentes, dans les équipements, dans les tenues aussi. Et ce qui est intéressant, on est dans un centre d'interprétation, donc on a quelques objets authentiques, mais on a surtout beaucoup de facsimilés. Et c'est l'intérêt du facsimilé, c'est qu'on peut, à partir d'une pièce retrouvée en archéologie qui n'est qu'un morceau finalement de l'objet final, à partir de cette pièce, la reconstitution permet de se rendre compte de ce à quoi ressemble l'objet. Donc, pour vous donner un exemple un peu précis, vous avez par exemple ici les boucliers, des reconstitutions de boucliers gaulois. Les boucliers gaulois sont en bois. Donc, en fait, en termes d'archéologie, on ne va retrouver que la pièce centrale, l'imbo, qui protège la poignée qui permet de tenir le bouclier. Et donc, du coup, parce que le bois forcément disparaît au fil des ans, et du coup, la reconstitution permet de pouvoir se rendre compte à quoi pouvait ressembler un bouclier gaulois. De la même manière, ici, vous avez un très beau carnix qui est une sorte de trompette, de trompe de guerre, et un emblème, enfin une enseigne, pardon, qui représente chacun un sanglier, et c'est une manière, en tout cas, pour vous dire que le sanglier n'est pas, on ne passe pas ses journées chez les Gaulois à chasser le sanglier et à le dévorer dans de grands banquets. Le sanglier est plutôt un animal sacré et donc du coup, il n'est pas du tout comestible, comme vous avez pu le lire dans une BD, là encore très célèbre, on peut le citer, hein, le copain d'Astérix, Obélix, qui mange du sanglier à longueur de case, j'ai envie de dire. Voilà, voilà donc pour vous donner un petit peu l'esprit de ce qu'on fait ici et de la manière dont on présente les choses. Alors je vous propose maintenant, je vous ai parlé des lignes de fortification, je vous propose d'aller voir une petite maquette qui marche très très bien pour les scolaires ou les enfants, mais finalement vous savez que tout ce qui marche pour les scolaires ou les enfants marche aussi, enfin fonctionne j'ai envie de dire, pour les adultes. Donc on va faire un petit arrêt sur cette maquette. Alors, il y a une vitre, hein, parce que forcément, on a tous envie d'attraper les petits personnages et de jouer avec, parce qu'on a tous gardé une âme d'enfant, ou en tout cas, si on ne l'a pas, l'âme d'enfant, elle revient très très vite à la vue de ces maquettes. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous l'ai dit, César construit une première ligne de fortification pour enserrer Vercingétorix dans l'oppidum, et construit une deuxième ligne de fortification à partir du moment où il a découvert que Vercingétorix avait levé une armée de secours. Et finalement, il va installer entre ces deux lignes de fortification l'ensemble de ses troupes. Et il va être capable, comme ça, de protéger des deux côtés. Et pendant 2 mois, parce que la bataille d'Alésia, le siège d'Alésia dure 2 mois, on va avoir comme ça régulièrement des assauts, des Gaulois qui vont venir se fracasser, j'ai envie de dire, sur les fortifications romaines. Et de ces assauts, armée romaine qui est soutenue, enfin en tout cas qui a pour renfort de la cavalerie germaine, de ces différents assauts, finalement, il ne va pas y avoir comment dirais-je, d'assaut décisif et personne n'arrive à prendre le dessus et c'est ce qui va faire que Vercingétorix, au bout de 2 mois à peu près, donc on est en août-septembre 52 avant Jésus-Christ, au bout de 2 mois, va décider finalement de se rendre, et c'est ce qu'on appelle la reddition de Vercingétorix, avec un très célèbre tableau que vous avez certainement vu dans vos livres d'histoire, d'un Vercingétorix à cheval, où on dirait presque qu'il est vainqueur, alors qu'il a bien perdu à Alésia, et César le fait prisonnier et l'emporte avec lui à Rome. Voilà pour cette maquette, donc vous voyez, tout à fait explicite. Et ce qui est intéressant, et on le verra tout à l'heure, c'est que ça fait écho à ce qu'on propose aussi à nos visiteurs à l'extérieur. Allez. Sébastien, un petit coup d'accélération, hein? Oui, je te sens chaud là. Allez, ah non, ici. Ici, quelques images d'un film que nous proposons en boucle, ça dure 20 minutes, dans une salle de cinéma. C'est un film qui vous raconte donc l'histoire d'Alésia. Et ce qui était intéressant, c'est que je vous parlais des clichés. Et par exemple, ici, vous avez le comédien qui interprète Vercingétorix. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout sur l'image du Vercingétorix gaulois classique, cheveux longs et grande moustache. On a pris voilà, ce parti pris, parce que finalement, on ne sait pas exactement à quoi pouvait ressembler ce célèbre chef. Allez, parce que du coup, il faut qu'on tienne notre timing. J'espère que vous êtes toujours avec nous.
En tout cas, peut-être 2 mots tout de suite sur ces superbes vitrines. L'occasion de faire un clin d'œil aux collègues du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, puisqu'en fait les collections donc à Alésia, la découverte archéologique d'Alésia, c'est Napoléon III qui l'a décidé au XIXe siècle avec des fouilles dans les années 1860, et tout ce qui a été découvert sur le siège finalement Napoléon III a demandé à ce qu'il soit présenté dans ce musée qu'il était en train de créer à la même époque à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, si vous allez chez nos collègues du musée d'archéologie nationale, vous verrez 2 très belles salles Alésia avec le matériel qui a été découvert ici au XIXe siècle. En revanche, ce que nous avons, nous, c'est ces vitrines XIXe siècle qui étaient les premières vitrines dans lesquelles étaient présentées les collections au musée de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est une manière de faire ce petit clin d'œil avec ce grand frère voilà, que nous saluons et avec qui nous travaillons. Peut-être un petit mot aussi sur cet espace qui est finalement, je ne vous l'ai pas dit, mais donc vous avez compris maintenant, César a gagné, et il avait fait la promesse que s'il gagnait, il ne détruirait pas l'oppidum gaulois. Donc cet oppidum gaulois ne sera pas détruit et va se transformer au cours du 1er siècle de notre ère, et par la suite, en une ville gallo-romaine, dont nous faisons aujourd'hui visiter les vestiges, qui se trouvent à 3 km d'ici. Et dans cette ville gallo-romaine, on a découvert énormément de collections qui témoignent de la vie de cette cité, qui avait un théâtre, un forum, enfin une place publique, des bâtiments d'artisanat, des bâtiments d'habitation, un temple aussi. Et donc là, on a une toute petite sélection d'objets autour de la thématique de l'animal que nous présentons cette année. Et c'est un scoop. Nous travaillons à une nouvelle scénographie. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, d'ici 1 an, ne sera plus trop d'actualité, puisque nous travaillons à une nouvelle scénographie où nous allons faire une place plus importante à ces collections gallo-romaines. Mais ça, il faudra revenir nous voir en 2021. En attendant, 2 mots. Alors, je vous parlais du Vercingétorix, vous savez, avec les moustaches et tout ça. Donc, il est bien là. C'est clairement l'image du Gaulois et du Vercingétorix du XIXe siècle. Et donc, vous avez ici quelques reproductions de la grande statue qui a été commandée par Napoléon III et qui a été installée sur l'oppidum que vous voyez juste derrière la vitre là-bas. Sur l'oppidum, en 1865, a été installée la statue de Vercingétorix qui fait à peu près 7,50 m de haut sur un socle de 7,50 m. Donc, vous êtes doué en maths, ça vous fait une statue qui impose de ces 15 mètres de haut et que vous pouvez aller visiter, bien évidemment, en venant nous rendre visite. Et c'est cette image, voilà, de ce Gaulois tel qu'on l'imaginait au XIXe siècle. Il faut imaginer aussi et envisager que l'archéologie, ces 30 dernières années, a fait faire un bond énorme dans la connaissance de ces peuples gaulois et que du coup, aujourd'hui, on est capable, en effet, d'avoir une vision beaucoup plus juste de ce que pouvait être le quotidien de cette civilisation, enfin de ces peuples. Voilà. Ça va toujours? Allez, on continue. Juste un petit mot peut-être en passant. Voilà, juste vous dire que vous avez peut-être entendu dire que mais est-ce que c'est vraiment Alésia ici ou pas en Bourgogne? Alors oui, je vous le confirme et vous voyez que on vous l'exprime ici sur la fin du parcours permanent. En effet, Alésia se trouve bien ici en Bourgogne. Tout ce qui a été découvert en termes d'archéologie pour tous les spécialistes, les archéologues, les historiens, enfin tous les gens dignes de ce nom et dont le travail est sérieux et les recherches tout à fait sérieuses également. C'est évidemment sur cet endroit que s'est déroulée la bataille, donc il n'y a absolument pas d'ambiguïté. Donc quand vous venez nous visiter, vous venez bien visiter le seul et l'unique site de la bataille d'Alésia. On termine ici le parcours permanent et je vous propose quand même un petit tour sur notre toit-terrasse parce que vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Allez. Ça suit toujours, Sébastien? Allez, c'est parti. Donc on se retrouve, vous voyez, dans l'atrium, on était rentré de l'autre côté là-bas, et vous voyez qu'on est dans un bâtiment rond, donc on a fait presque un peu plus de la moitié du cercle du bâtiment, et je vous propose qu'on reprenne un escalier pour monter sur le toit-terrasse. Alors, vous voyez, hein, ce bâtiment tout en béton brut, c'est tout à fait
intéressant et exceptionnel comme architecture. C'est au moins, voilà, admettons que vous n'aimiez pas l'histoire, venez au moins pour l'architecture de ce bâtiment, c'est quand même incroyable. Je vous rappelle, c'est Bernard Tchoumi, l'architecte, qui a fait ce lieu, qui a donc été inauguré en 2012. Et c'est étonnant, cette architecture contemporaine en pleine campagne, c'est un peu ce qui fait notre spécificité. Alors, nous voici sur le toit terrasse, il ne pleut pas, on a de la chance. Regardez ça. Regardez cette belle Bourgogne. Alors, je vous disais, une des particularités du Muséoparc Alésia, c'est que l'on a donc cette reconstitution des lignes de fortification romaine à échelle 1. Vous l'avez compris, maintenant on a deux lignes, une première qui encercle l'oppidum et la deuxième qui protège, j'ai envie de dire par l'arrière, les armées de César en prévision de l'armée de secours gauloise que Vercingétorix a fait lever. Et ici, à peu près sur 150 mètres, vous avez donc ces deux lignes qui, pour nous, sont utilisées en saison, quand il fait beau, plutôt sur la période estivale, sont utilisées pour des spectacles ou des animations autour de la thématique de la reconstitution. Ce qui est intéressant aussi sur ce toit terrasse, c'est le paysage. Donc là, vous le voyez, on est au cœur de la campagne bourguignonne. Je voudrais juste vous présenter l'oppidum, quand même, l'oppidum qui est l'oppidum d'Alésia, là où Vercingétorix s'est réfugié, et là où se trouve aujourd'hui, donc vous l'avez compris, le site des vestiges gallo-romains. Donc vous voyez, on a quelques... sur tout le toit terrasse, on a quelques plans qui présentent comme ça le paysage et qui le décryptent en fonction, bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, ben non, je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai plein de choses à vous dire. Bien évidemment, l'archéologie nous permet de savoir tout ce qui s'est passé pour la bataille d'Alésia, mais c'est aussi surtout le texte de César, La guerre des Gaules, qui nous a énormément aidé à comprendre ce qui s'était passé, bien évidemment. Voilà, je vous présente donc l'oppidum d'Alésia. Donc c'est sur cet oppidum-là. Donc il faut imaginer qu'il y a moins de végétation, on pourrait se rendre mieux compte sans cette végétation du côté éperon rocheux de cet endroit. Et vous voyez donc les habitations du village d'Alice Sainte-Reine. Je salue d'ailleurs tous ces habitants et la mère d'Alice Sainte-Reine qui voilà, sont des fidèles de tout ce qu'on peut faire au Muséoparc Alésia. Et on voit que donc on est à 3 km d'ici. Et donc quand vous venez au centre d'interprétation, vous pouvez aussi aller visiter le site des vestiges gallo-romains. Voilà, c'est très facile d'y aller. Et ça grimpe un petit peu, mais voilà, vous avez plus de souffle que moi, donc vous y arriverez mieux. Et puis l'autre élément, c'est bien évidemment la statue de Vercingétorix qui est aussi sur l'oppidum et que vous pouvez aller voir. Deux mots encore, puisqu'on est sur le toit terrasse. On est en Bourgogne, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je pense que vous l'avez retenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous viendrez nous voir, parce que je sais que vous allez venir nous voir, au-delà du Muséoparc Alésia, on a tout un réseau de sites ici qui s'appelle le réseau Épique Époque. Et ce sont des sites comme le château de Bussière à Butin, l'abbaye de Fontenay classée UNESCO, le village de Flavigny avec ses annies, la cité médiévale de Semur, le musée Buffon à Montbard ou la grande forge de Buffon. Enfin, plein de sites qui finalement vous permettent de faire un espèce de voyage dans le temps en commençant par Alésia et comme ça à progresser presque jusqu'à nos jours sur des sites historiques, des châteaux, des abbayes, enfin voilà, un certain nombre d'éléments, des villages qui vous permettent du coup de pouvoir explorer, profiter en tout cas de cette belle région. Et donc voilà, il y a de quoi vous occuper largement une bonne semaine, si ce n'est un long week-end si vous avez moins de temps. La visite s'achève, j'espère que ça vous aura donné envie de venir nous voir, mais j'aimerais quand même terminer par un petit quelque chose que vous serez les seuls à découvrir. Donc je ne vous en dis pas plus, mais on va rentrer et retourner au premier étage. Allez! Allez, on perd pas le rythme. Hop. Bien sûr, on referme, hein, parce que vous l'avez compris, le site n'est pas vraiment... on est un peu que deux à l'intérieur, voilà. Donc ici, on est au deuxième étage, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un très bel auditorium. L'entrée est ici. Très bel auditorium qui nous permet d'avoir un certain nombre de manifestations. Et si vous avez une entreprise et que vous avez envie de faire un séminaire, eh bien, on est capable de vous accueillir, parce qu'on a même un restaurant. Donc vous voyez qu'il y a finalement tout ce qu'il faut pour venir au Muséoparc. Alors je vous propose qu'on retourne près de la sortie de l'expo permanente.
Bon, vous l'avez compris, hein, l'architecture, je vous refais pas un dessin. Vous avez compris ce béton. C'est vrai qu'il y a quand même une ambiance tout à fait étonnante. Alors, il faut imaginer que quand il y a du monde, ça brasse, ça vit. C'est tout à fait une autre ambiance, mais ça, je pense que vous êtes capable de vous en rendre compte tout seul. Alors, peut-être juste, voilà, vous montrer ici ce que j'avais envie de vous révéler, parce que ce que vous allez voir là, ben, vous ne le verrez plus jamais. C'est qu'en fait, quand le confinement est tombé et qu'on a dû fermer et quitter le bâtiment, on était en plein montage de notre exposition temporaire de l'année qui s'appelle « Dans les cuisines d'Alésia », qui devait ouvrir début avril. Donc, elle n'a pas pu ouvrir, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, je voulais juste voilà, vous présenter, c'est ça la vie d'un musée aussi, c'est qu'à un moment donné, les expositions qu'on vous présente, eh bien, il faut bien les monter. Et donc, j'avais envie juste voilà, de vous montrer tel que c'est presque comme si on était parti, voilà, il y a 2 mois, c'était comme ça et ça l'est toujours. Dans les cuisines d'Alésia, c'est une exposition sur l'alimentation dans l'Antiquité, donc qui va montrer quel type d'ingrédients les Gaulois pouvaient utiliser pour se nourrir, comment ces ingrédients ils les transformaient et comment il les mangeait, il les dégustait, quels étaient les principes du service à table et du banquet. Et donc ça c'est chez les Gaulois. Et puis on va voir aussi l'influence que va avoir la romanisation. Et donc du coup de montrer si ou non il y a eu une évolution sur la période gallo-romaine. Donc ça c'est le début d'introduction. On va un petit peu, le début de l'exposition, on va comme ça un peu présenter les différents éléments et matières premières. Et puis vous le voyez ici sur un système de table, finalement, on va avoir comme ça une disposition entre la vaisselle qui va servir à faire la cuisine, je pense notamment au chaudron pour les Gaulois qui était vraiment utilisé de manière, qui était un élément de base, et avec toute la vaisselle à dresser, aussi bien évidemment les verres, les assiettes, et principalement ce sont des collections qui vont venir du musée Alésia, donc qui ont été découvertes sur le site de la ville gallo-romaine. Et puis vous avez derrière ici une espèce de grande vitrine avec de grandes cases, là ça sera pour faire un petit clin d'œil aux entreprises de Bourgogne. Je pense notamment à Seb qui va nous prêter une cocotte minute pour faire écho au chaudron gaulois. Je pense au pain d'épices, Mulot et Petit-Jean, aux Annies de Flavigny, des petits clins d'œil comme ça, la moutarderie Fallot, on va faire le lien entre produits de l'Antiquité et produits d'aujourd'hui. Ça c'est aussi notre mission de valoriser notre territoire et toujours d'avoir ce regard contemporain sur tout ce qu'on peut raconter ici au musée au Parc Alésia. Voilà, cette fois je me tais, j'espère vraiment que vous avez passé une bonne visite avec nous. C'était un exercice étonnant que je n'avais jamais fait, mais c'est tout à fait réjouissant. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir, vous dire qu'on se projette pour une ouverture vers la mi-juin, une réouverture au public si tout va bien d'ici là, et voilà. Et l'exposition temporaire sur la cuisine pour fin juin, début juillet. Donc en tout cas, puisque cet été nous allons passer nos vacances en France, eh bien, écoutez, on aura grand plaisir à vous accueillir en Bourgogne. Et puis, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'autres choses à visiter dans notre secteur. Merci pour votre attention. Merci Click France, Figaro et Facebook France pour votre confiance et nous avoir proposé cette expérience. Et je vous dis à très bientôt. Et merci Sébastien pour l'image. Voilà, merci à vous. Au revoir, à très bientôt.